Moi, j'ai voulu regarder la réalité en face. C'est cela, oui. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Ta gueule! Je ne voulais pas qu'on prenne une photo de moi au petit matin, glauque. Je tiens à dire que c'est un mensonge. Les sbroufs, c'est vous! Du calme, camarade! La République, c'est la fermeté dans l'application de la loi. J'hallucine. Mais je sais pas pourquoi tu t'énerves. C'est que les affaires privées se traitent en privé. Je vais vous faire une confidence. Je me lève le matin et je me couche le soir. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Bonsoir, bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de l'Hebdo Politique. Nous sommes ensemble pour 30 minutes d'actualité politique locale et nationale. Ce soir, nous recevons le maire Front National de Mantes-la-Ville. L'Hebdo Politique, Nicolas Kirillovitz. Cyril Note, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 19 décembre 1981, vous avez donc 32 ans. Diplômé d'un master en histoire, vous avez été professeur d'histoire, géographie et de français dans un lycée professionnel de Porcheville. Votre engagement politique, vous l'avez commencé en 2010 au sein du Front National. Vous devenez alors adhérent du parti. Avant 2010, vous étiez un homme de gauche, de droite, vous étiez déjà un sympathisant FN depuis longtemps. Je suis un sympathisant du Front National depuis mon adolescence et un électeur fidèle depuis mes 18 ans. Votre premier mandat, vous l'avez obtenu en mars dernier lors des élections municipales. Vous remportez alors le deuxième tour avec plus de 30% des suffrages exprimés. Vous avez battu notamment la maire socialiste sortante Monique Brochot, arrivée quelques dizaines de voix derrière vous. Votre élection a été contestée, un recours a même été déposé, un recours qui a été finalement rejeté. Avec vous, nous parlerons de l'actualité du Front National et de Mantes-la-Ville, mais tout de suite, c'est l'heure du Money Time. L'Hebdo Politique, le Money Time. Alors le Money Time, c'est une série de questions-réponses rapides. Le but, c'est d'apprendre à connaître un peu votre point de vue sur l'actualité. Certains ministres quittent le gouvernement pour leur implication présumée dans des affaires. Kader Arif, Jérôme Cahuzac et Thomas Thévenoud. D'autres partent à cause des désaccords politiques. Arnaud Montebourg, Benoît Hamon ou encore Delphine Batho. Que vous inspire ce climat au gouvernement aujourd'hui ? Disons que ça renforce la faiblesse de ce gouvernement, ce qui n'arrange pas les affaires de François Hollande et du Premier ministre. Ils cumulent les échecs dans tous les domaines et en plus ils ont des problèmes personnels en fonction des erreurs qui sont commises ici ou là. Mauvais point pour le gouvernement alors. Le Chapka Gate, une photo qui a fait le buzz tout le week-end. François Hollande en chapka et manteau de fourrure aux côtés du président du Kazakhstan. Qu'est-ce qui vous gêne le plus dans un tel cliché, son accoutrement ou le fait qu'il pose avec un homme élu président avec plus de 90% de voix ? Moi, j'ai pas envie de participer au Hollande bashing, comme on dit en bon français, même si je suis un opposant politique à la politique justement de François Hollande. Il est malgré tout le représentant de la France à l'étranger et je souhaite quand même conserver un certain respect pour lui et c'est la raison pour laquelle je ne critiquerai que sa politique. Quand Jean-Luc Mélenchon s'adresse à la chancelière allemande, ça donne ce message publié sur Twitter: fermez votre gueule, Madame Merkel, la France est libre, occupez-vous de vos pauvres et de vos équipements en ruine. Dérapage ou pas ? Oui, dans une certaine mesure, puisque quand on fait de la politique, on doit maîtriser ses nerfs, conserver son sang-froid, et surtout à l'égard des chefs d'État étrangers. Et je pense que d'ailleurs dans ce domaine, c'est avant tout au chef de l'État de porter la politique au niveau international. Je crois que M. Mélenchon, une fois de plus, a perdu une occasion de se taire. Bientôt Noël, quel serait votre cadeau idéal à vous, si on vous veut faire plaisir ? Me promettre que je serai élu au conseil départemental en mars 2015. Pour Noël, 53% des Français envisagent de dépenser moins que l'an passé, tandis que leurs premières préoccupations sont désormais les impôts et l'électricité. Comment lutter contre le pessimisme ambiant ? C'est difficile d'améliorer le pouvoir d'achat et d'améliorer dans l'immédiat la situation personnelle des Français. Moi, si je me suis engagé en politique, c'est justement pour changer les choses fondamentalement, mais malheureusement, François Hollande et son équipe socialiste sont encore au pouvoir jusqu'en 2017, officiellement en tout cas. Et si les Français veulent un vrai changement, il va falloir qu'ils comprennent qu'il n'y a que le Front National qui représente une véritable alternative et un véritable espoir pour eux. C'est le Danemark qui est le pays du monde où l'on parle le mieux anglais. La France est à la 29e position du classement. Problème d'enseignement selon vous ou de motivation des élèves ?
Je ne vais pas critiquer mes collègues enseignants, puisque j'en étais à moi-même, mais il ne faut pas oublier que la France est aussi une langue qui peut avoir un caractère international. Nous, au Front National, on est des ardents défenseurs de la francophonie, et je ne vois pas pourquoi la langue anglaise serait la seule à être utilisée dans les relations internationales. Apprenons déjà à nos petits Français à bien maîtriser la langue française, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Moi, j'ai pu constater qu'il y avait de sérieux problèmes à mon niveau dans le lycée professionnel où j'enseignais. Donc déjà que les petits Français sachent bien écrire, lire et compter, et ce sera déjà bien beau. Bonne chose. Le retour de Nicolas Sarkozy, d'après un sondage Odoxa, 61% des Français pensent que son retour est une mauvaise chose. Vous partagez cette opinion ? Moi, je pense que son retour est un véritable échec. Les Français n'ont pas la mémoire courte. Ils n'ont pas oublié qu'il a totalement échoué durant 5 ans. Et quand je dis 5 ans, c'est uniquement son mandat de président, parce qu'il ne faut pas oublier qu'auparavant, il était ministre de l'Intérieur, ministre de l'Économie, etc. Moi, je pense que les Français ne sont plus dupes des mensonges et des boniments de ce personnage politique. Et je n'ai pas grand-chose d'autre à dire à son sujet. La Chine est devenue la première puissance économique mondiale devant les États-Unis. La Chine, un allié ou un adversaire pour la France ? Ni l'un ni l'autre, c'est un partenaire comme un autre, et on se doit d'avoir des relations les plus saines possibles et les plus courtoises possibles avec tous les pays dans le monde. On ne peut pas se permettre de se priver de ce grand acteur international, que ce soit au niveau économique ou politique. D'après l'ONG Transparency International, les maires sont les personnes les plus condamnées, surtout pour des affaires relatives à l'attribution de marchés publics. Avez-vous déjà été soumis à la tentation ou vous a-t-on déjà proposé de vous corrompre après 8 mois de mandat ? Pas directement, mais il est vrai que certaines entreprises ou certains entrepreneurs peuvent se plaindre de n'être jamais choisis par telle ou telle collectivité territoriale. Et moi, je leur réponds effectivement que les marchés publics sont très encadrés par la loi, et c'est une bonne chose puisque ça évite de faire plaisir à des amis. Moi, il se trouve que je ne suis pas de Mantes-la-Ville, je suis originaire de Bourgogne et je n'ai absolument aucun ami ni famille dans la région, et je serai très sérieux dans ce domaine. Enfin, un peu de légèreté. Vous l'avez peut-être suivi à la télé. Camille Serre, Miss Nord Pas-de-Calais, a été élue Miss France. On va voir si vous auriez pu être Miss France avec ces quelques questions soumises aux candidates. Qui a créé l'hymne des Restos du Cœur ? Le savez-vous ? C'est Jean-Jacques Goldman, peut-être ? Exactement. En quelle année Facebook est-il rentré en bourse ? Je ne sais pas précisément, 2002, non ? Non, c'est plus tard, beaucoup plus tard, 2012. Et enfin, dernière question, dans quel pays a débuté le printemps arabe en 2010 ? J'hésite entre la Tunisie et l'Égypte. La Tunisie, vous auriez été presque une bonne Miss France. Merci. L'hebdo politique. Le premier thème de cette hebdo politique, c'est l'actualité de votre parti, le Front National. Il y a 2 semaines, Marine Le Pen a été réélue à l'unanimité présidente du Front National. Elle était alors la seule candidate et a donc pu rassembler 100% des suffrages. Aujourd'hui, on peut dire clairement que tout le parti et tous les militants sont derrière Marine Le Pen. Oui, c'est une réalité. C'est d'ailleurs ce qui nous distingue des autres grands mouvements politiques français. On a évoqué tout à l'heure le cas de Nicolas Sarkozy. Il se trouve qu'à l'UMP, on se dirige à nouveau vers un combat des chefs. Je ne sais pas qui en sortira le vainqueur. Pour l'instant, Nicolas Sarkozy a réussi son pari, même s'il a été élu à la tête de son mouvement avec seulement 60% des voix, je crois. 64. Oui, donc ce qui est très faible et ce qui est beaucoup moins que lorsqu'il s'était présenté pour la première fois devant les suffrages de ses militants. Donc on se dirige vers des querelles de personnes, et c'est dommage pour la politique puisque ils ne vont pas débattre du fond pendant des mois. N'est-ce pas gênant de se faire élire tout de même avec 100% des voix ? Ça a été reproché par certains observateurs. Peut-il exister aujourd'hui une voix discordante au sein du parti, au sein du Front National ? Mais je vous rappelle qu'il y a 3 ans, lors du précédent congrès de Tours, Marine Le Pen avait un opposant qui s'appelait Bruno Gollnisch. Il y a eu donc un vote. Les militants, les adhérents plus précisément, ont fait leur choix. Et dans la mesure où les adhérents... Voilà, c'est une simple confirmation. Dans la mesure où Marine Le Pen n'a rencontré que des succès, notamment sur le plan électoral, dans la mesure où le parti se porte très bien, et évidemment, personne n'a souhaité s'opposer à
son magistère, en quelque sorte. Elle est totalement légitime et nous nous préparons d'ores et déjà pour les futures consultations électorales, notamment la présidentielle en 2017, mais aussi les élections locales en 2015. La star montante de votre parti, c'est Marion Maréchal Le Pen. Elle est arrivée en tête du vote des militants pour le renouvellement du comité central. Marion Maréchal Le Pen, qui est la nièce de Marine Le Pen, elle-même la fille du président historique Jean-Marie Le Pen. Le Front National, c'est une vraie dynastie aujourd'hui. C'est difficile de faire son trou quand on n'est pas de la famille Le Pen au Front National ? Non, il y a aussi d'autres cadres et d'autres valeurs qui montent, si j'ose dire, et des gens qui n'ont strictement rien à voir avec la famille Le Pen, et même qui n'étaient pas initialement de cette famille politique. Je pense à Florian Philippot, par exemple, qui a eu un autre parcours. Non, je pense qu'effectivement, il y a un rapport particulier entre cette famille et la politique, et je dirais même la France. C'est finalement assez courant, même en France ou dans d'autres pays. Je pense à la famille Kennedy, par exemple. Alors, il se trouve qu'apparemment, on interdit à la famille Le Pen en France, en tout cas les médias et nos adversaires, de faire de la politique. Mais à partir du moment où ils font très bien leur travail, je ne vois pas pourquoi on le leur reprocherait. Vous, quels sont vos liens élus d'une ville avec les instances dirigeantes ? Avez-vous souvent l'occasion d'échanger avec Marine Le Pen ou Florian Philippot, par exemple ? Non, c'est relativement rare. Et je tiens à opposer un démenti formel à ce sujet, puisque bien souvent on nous dit que c'est le siège national, Nanterre, qui dirige les maires comme des marionnettes en quelque sorte. Alors il se trouve que ce n'est pas du tout le cas. Il n'y a qu'un maire à Mantes-la-Ville, c'est Cyril Naute. Et en revanche, quand j'ai un problème ou une question, je peux m'adresser éventuellement au siège et ils répondent à mes sollicitations. Est-ce que vous avez des retours des fois ? Est-ce que vous savez comment le parti voit votre gestion de la ville ? On vous dit ça, il ne faut pas le faire, ça, il faut le faire, ou pas du tout ? Vous avez des conseils peut-être ? Ça n'est quasiment jamais arrivé. Êtes-vous en quelque sorte un peu un laboratoire du idéologique pour le FN ou pas du tout, pour voir si ça marchera, si ça marche sur une commune, ça peut marcher à plus grande échelle ou pas du tout ? Pas du tout, parce que, et je m'en rends compte avec cette expérience, ce vécu depuis 8 mois maintenant, je pense que diriger un exécutif local et diriger un pays, ça n'a rien à voir, au-delà du niveau de responsabilité, je veux dire. Quand on est un maire, on est confronté à des problèmes du quotidien, des problèmes très concrets. Et en fait, il y a toujours de la place à de la politique et à de l'idéologie, bien sûr, mais je pense beaucoup moins qu'au niveau national. Le FN a-t-il appris de ses erreurs des années 90 à Vitrolles, Marignane, Toulon et Orange, où il y avait eu des échecs, des polémiques ? Est-ce que Orange, on ne peut pas parler d'échec, puisque M. Bompard est toujours en place. Il est même député. Il a réussi à faire même élire son épouse dans une petite ville juste à côté. Donc je ne crois pas qu'Orange ce soit un échec. En tout cas, il y avait eu des polémiques à l'époque, notamment des détournements de fonds. Est-ce qu'on vous a dit, voilà, ça s'était mal passé dans ces années-là, on avait fait ça, est-ce qu'aujourd'hui il faut Moi, pas dans refaire les années ça ? 86, j'étais tout petit. Je me souviens quasiment pas de ces expériences plus ou moins heureuses. Maintenant, le Front National a considérablement changé. Ça a évolué. Il a pris de l'ampleur, si vous voulez. Il s'est renforcé au niveau militant également. Et effectivement, si des erreurs ont pu être commises par le passé, nous ne les recommettrons pas. Mais de toute façon, ce sont des personnes différentes, etc. Il peut toujours survenir un échec d'ailleurs, mais voilà, le Front National est constitué aussi d'hommes, de femmes qui peuvent être plus ou moins bien intentionnés. Et nous, la différence avec les autres mouvements politiques, c'est que quand on a une brebis galeuse, on la sanctionne, on ne la conserve pas parmi nous. Voilà. Le discours rodé de Marine Le Pen, sortie de l'Union européenne, retour au franc, préférence nationale, fin de l'immigration, c'est un discours que vous partagez, vous, en tant qu'élu, à plus petite échelle ? Bien sûr que je soutiens et que j'adhère au programme du Front National. À toutes les idées où il y a non, toutes les idées, bien sûr. En tout cas, bien sûr, toutes celles que vous venez d'évoquer, en tout cas, qui sont au cœur même de notre programme. Mais il se trouve qu'en tant qu'élu local, on ne peut pas les mettre en œuvre. Je ne vais pas rétablir le franc à Mantes-la-Ville, ou le troc d'ailleurs. Donc voilà. Le Front National, en 2014, c'est 10 maires élus, 2 sénateurs, le premier parti aux élections européennes. Forcément, vous devez tirer un bilan ultra positif de cette année. J'en suis très heureux. Il se trouve que j'étais moi-même présent sur la liste d'Aymeric Choprade, et nous avons fait un très beau score. Eurodéputé Île-de-France. Voilà, qui était la tête de liste. Et il se trouve que j'ai réalisé un très beau score sur Mantes-la-Ville aux élections européennes, puisque j'ai fait à peu près, à quelques pourcentages près, j'ai fait exactement le même score qu'au municipal au second tour, 30%. Et j'étais premier et de loin devant les autres listes. Donc oui, je suis très satisfait.
La prochaine étape pour votre parti, ce sont les élections de l'an prochain. Vous avez déjà un peu répondu. Vous serez candidat au départemental de mars prochain. Alors je suis candidat à la candidature, je n'ai pas reçu la confirmation de mon investiture, mais oui, je souhaite être candidat sur le canton de Mantes. Puisqu'on parle des élections de 2015, les départementales et les régionales, abordons la question de la réforme territoriale. Le Front National accuse le gouvernement d'organiser une saignée territoriale et de déstructurer l'équilibre territorial. C'est votre avis également ? Oui, c'est totalement mon avis, et ce qui me gêne surtout, c'est le flou de tout ça, puisque un gouvernement nous promet la disparition des départements, le gouvernement suivant y revient, et puis on en reparle, etc. On ne sait pas du tout où on va. Et là, il se trouve qu'on met en place une élection, alors qu'on n'a pas encore statué sur les prérogatives précises du futur conseil départemental. Donc en fait, on se présente à des élections, mais on ne sait pas ce que feront exactement les élus. Donc c'est pour le moins étrange. Un récent sondage à propos des régionales de 2015 révèle que 64% des électeurs du Front National sont prêts à s'allier avec l'UMP, surtout pour contrer un candidat du Parti Socialiste. S'allier avec l'UMP, c'est envisageable aujourd'hui ? Je ne pense pas, dans la mesure où il est toujours présidé par quelqu'un comme Nicolas Sarkozy. Non, moi je pense que Même localement ? Même localement, si des gens de l'UMP veulent nous rejoindre, d'accord, mais il n'y aura pas d'alliance. Le Rassemblement Bleu Marine, moi, ça me semble pas de... écoutez, l'UMP de venir vers vous, c'est pas à vous. Écoutez, le candidat de l'UMP sur le canton de Mantes-la-Jolie, a priori, ce serait Pierre Bédier. Donc effectivement, je me vois mal m'allier avec Monsieur Bédier. Ça, c'est clair. Quand on voit le Parti Socialiste et l'exécutif au plus bas dans les sondages, vous vous dites aujourd'hui que l'UMP, c'est votre unique adversaire pour les échéances futures ? C'est sûr que le Parti Socialiste va sans doute enregistrer à nouveau des résultats très faibles à l'occasion des prochaines consultations électorales. Néanmoins, il ne faut, à mon avis, enterrer personne et ne jamais vendre de la peau de l'ours avant de l'avoir tué. En politique, il y a toujours des surprises. Donc non, moi je respecte tous mes adversaires, et même si je les combats très ardemment. Après les élections de 2015, l'échéance sera forcément la présidentielle de 2017. Marine Le Pen se dit convaincue d'être au deuxième tour de l'élection. Vous aussi, c'est sûr, elle y sera ? Oui, j'en suis quasi sûr. On ne peut jamais être totalement sûr, mais c'est très probable en tout cas. Et Marine Le Pen à la tête de la France, vous y croyez, ou finalement le véritable objectif c'est de passer le premier tour et d'être au second ? Non, l'objectif c'est de gagner. Quand on se présente à une élection, c'est toujours pour gagner. Alors on ne gagne pas toujours malheureusement, mais il faut jouer le coup à fond et espérer gagner. On peut véritablement y croire aujourd'hui, en tout Bien cas sûr, au Front National. Et le but, au-delà de gagner une élection, c'est de changer véritablement la vie des Français. Vous faisiez allusion tout à l'heure à la situation difficile dans beaucoup de foyers à l'occasion de ces fêtes de fin d'année. Le Front National, encore une fois, c'est le seul espoir et la seule et unique véritable alternative, et il faut absolument gagner le plus vite possible. Cyril Naute, restez avec nous, c'est l'heure de faire une pause musicale. On se retrouve dans quelques instants pour évoquer l'actualité de votre commune Mantes-la-Ville. L'hebdo politique. De retour dans l'hebdo politique en compagnie de Cyril Naute, le maire Front National de Mantes-la-Ville. Dans cette seconde partie d'émission, on va parler de votre ville en détail. Élu au second tour en mars dernier, vous avez remporté la victoire de très peu, puisque vous ne comptiez que quelques dizaines de voix, 61 précisément d'avance, sur la maire sortante, la socialiste Monique Brochot. Un recours avait d'ailleurs été déposé pour contester votre victoire, un recours qui a été rejeté récemment. Aujourd'hui, vous êtes totalement tranquille, vous n'êtes plus menacé par une annulation de votre élection, c'est ça ? Oui, c'est ça. Bon, j'ai pu travailler quand même pendant les 8 premiers mois, parce qu'il ne s'agissait pas de rien faire en attendant. C'était un frein quelque part également ? C'était, alors je dirais pas une épée de Damoclès, mais je dirais un canif de Damoclès ou un cure-ongle, puisque le motif du recours était totalement creux et faible, mais il est vrai que j'étais quand même malgré tout quelque peu inquiet dans la mesure où peut-être que les juges ils auraient pu prendre une décision un peu politique. Ça n'a pas été le cas et je m'en réjouis. Ça prouve que la France est encore une démocratie. Donc effectivement, mon adversaire, M. Ben Moufok, a déposé un recours en contestant des signatures. Il prétendait que d'autres personnes au second tour sont venues signer à la place d'autres. Moi, j'ai pu récupérer un certain nombre d'attestations sur l'honneur des électeurs dont les signatures étaient contestées. Donc j'ai pu prouver mon innocence dans cette sinistre affaire. Et maintenant, effectivement, je suis tranquille jusqu'en 2020. Est-ce une pression positive ou négative d'être le premier maire de l'histoire de l'Île-de-France ? Est-ce que des fois vous y pensez, vous dites quand même ? J'y pense pas tous les jours, mais quand j'y pense, effectivement, je suis très fier d'avoir réalisé une pression positive plutôt. Oui. Après un peu plus de 8 mois dans votre costume de maire, quel bilan tirez-vous de votre mandat ? Vous êtes bien accoutumé à votre nouvelle fonction ?
Oui, le bilan est très satisfaisant. On nous avait promis toutes sortes de catastrophes et de cataclysmes. Il se trouve que Mantes-la-Ville, et vous avez pu le constater vous-même en venant ici, la ville n'est pas à feu et à sang, tout se passe très bien, tout pour le mieux, et je suis très confiant dans l'avenir. À propos de votre bilan politique, écoutez Éric Vizin-Tener, élu du groupe d'opposition Mantes en Mouvement. C'est très difficile de dresser un bilan puisqu'il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Vu le programme de M. Nôtre, c'est pas étonnant puisque le programme était vide, à mis à part refus de la salle de prière et restauration des finances municipales, il n'y avait pas d'autre programme. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de projet pour la ville, il n'y a pas de vision sur le long terme. Donc voilà. Maintenant, il n'y a pas eu de choses non plus très négatives. La salle de prière, il l'avait annoncé. Alors oui, on va parler du drapeau européen qui a été enlevé, mais c'est plus symbolique de nature à changer la vie des Mantes-Villois. Mais voilà, bon, aujourd'hui, le bilan est flat et nul. Quand on écoute M. Vizin-Tener, on a l'impression que vous n'étiez pas forcément préparé, en tout cas c'est son avis, à être maire avec un vrai programme. Cette élection vous a-t-elle surprise ? Pour être tout à fait honnête, quand j'ai commencé à constituer ma liste au mois de septembre 2013, effectivement, je ne pensais pas forcément en gagner. Il y a eu un tâtonnement du coup au départ peut-être ? Non, je ne parlais pas de tâtonnement, mais de toute façon, même si on est prêt ou préparé ou qu'on s'attend à la victoire, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est mon premier mandat. Je n'ai jamais été élu auparavant, même pas dans l'opposition. Donc commencer par le mandat de maire, qui est sans doute le mandat le plus difficile, puisqu'on est confronté à beaucoup de problèmes très concrets et très importants. Oui, ce n'est pas facile, je ne vais pas dire le contraire. En même temps, j'ai le sentiment d'être déjà un meilleur maire que mon prédécesseur, qui pour le coup, lui, était peut-être plus préparé que moi. Mais se préparer à la victoire, ça ne suffit pas. Il faut aussi un certain nombre de compétences et de qualités, sans doute que Mme Brochot n'avait pas. L'une de vos premières mesures a été de baisser de 22% les subventions à destination des associations. Cette démarche s'inscrit dans le redressement des finances de la ville ? Oui, et à l'occasion de cette question, je vais me permettre de répondre un peu à M. Vizin-Tener. Donc il dit que rien n'a été fait en 8 mois. Il est vrai que 8 mois, c'est très court. C'est très court pour faire des choses peut-être très visibles ou très spectaculaires, en tout cas pour les administrés ou pour les médias. Moi, je dis attendez, et je dis surtout, voilà, on est en train de mettre en place un certain nombre de choses. Il y a un certain nombre de cadres qui sont partis. On me l'a d'ailleurs reproché, mais il se trouve que c'est très courant à chaque changement de municipalité. Donc, il y en a eu combien d'ailleurs qui sont partis ? On peut lire 15 dans la presse, c'était ça à peu près le chiffre ? À l'époque où ça a été dit, c'était pas forcément vrai, mais à la limite, peu importe. Aujourd'hui, il n'y a plus de problème en tout cas. Il n'y a absolument aucun problème. Ce qui compte, c'est que tous les départs sont remplacés, si j'estime que c'est nécessaire de le faire. Parce que justement, ces départs, c'est aussi une opportunité, une occasion pour ne pas remplacer tout le monde. Il faut savoir que certains cadres touchent des salaires très importants et c'est l'occasion de faire des économies. Donc moi, je me suis engagé, il est vrai, sur peu de choses, mais pas parce que j'avais pas de programme, pas d'idée ou pas de vision. C'est parce que je savais que j'allais récupérer une collectivité dans une situation financière très difficile et je n'ai pas voulu mentir aux Mantes-Villois. Donc c'est pour ça que j'ai fait finalement très peu de promesses. Les seules promesses que j'ai faites, c'est des promesses de bon sens concernant l'assainissement des finances. Et c'est la première tâche à réaliser. Parce que la baisse de subventions ? Par exemple, oui, la baisse des subventions aux associations, bon, c'est toujours un peu polémique et les médias regardent ça, mais c'est une mesure ou un choix parmi d'autres. Et il se trouve que pour mettre en œuvre notre politique et pour réaliser des projets, il faut des finances saines. Donc la première des choses à faire, c'est déjà assainir ces finances. Nous avons aussi baissé le niveau d'emprunt. J'ai promis également de mettre en œuvre une véritable politique en matière de sécurité, et ça, nous verrons des choses très concrètes se réaliser courant 2015. Effectivement, j'ai refusé de signer une promesse de vente concernant un projet de mosquée. Donc ça, j'ai tenu mes engagements et ça, on ne pourra pas me le reprocher. Pendant l'entre-deux tours des municipales de mars, Marine Le Pen avait promis que dans toutes les villes où il y aura un maire FN, la fiscalité baissera. C'est le cas à Mantes-la-Ville. Elle n'avait pas fixé forcément d'agenda. Est-ce que c'est le cas à Mantes-la-Ville ? Est-ce que ça sera le cas ? Elle n'a pas baissé dès la première année, mais on s'est engagé à ne pas augmenter les impôts.
Donc ça, c'est une promesse La promesse tenue. était de la baisser, Voilà, de baisser les et de impôts. baisser dès que nous le pourrons, en fonction des situations locales. Parce qu'effectivement, nous avons récupéré, je crois que c'est le cas à Fréjus, des villes avec des niveaux de dette absolument mirobolants. Donc avant de baisser les impôts, il faut s'assurer que ça ne mettra pas en danger la collectivité, et nous le ferons dès que nous le pourrons. Le budget primitif 2015 va être débattu demain au conseil municipal. D'ores et déjà, peut-on dire que ce sera un budget de rigueur ? Je n'emploierai pas le mot de rigueur parce qu'il est trop connoté, trop galvaudé, mais ce sera un budget sérieux et courageux. Plusieurs mesures font polémique. Le quotidien Le Parisien a révélé il y a quelques jours que vous souhaitiez interdire aux enfants dont les parents ne travaillent pas parce qu'ils sont au chômage notamment de manger à la cantine, ou tout au moins de restreindre l'accès de ces enfants aux cantines. Déjà, est-ce que c'est vrai ? Et qu'est-ce qui motive cette décision si elle est vraie ? Alors, la décision, pour être très clair, n'a pas été prise et elle n'a pas été actée ni tranchée. C'est simplement une discussion que nous avons eue, que mes adjointes en charge de ces affaires ont souhaité avoir avec les membres de l'opposition dans le cadre d'une commission scolaire. C'est simplement une piste de réflexion, parmi d'autres, qui a été évoquée, et on n'a jamais indiqué que nous la mettrons en place de manière certaine. Il y a des chances qu'elle soit mise en place ? Nous sommes en train d'étudier si justement ce serait rentable sur le plan économique, et pour l'instant c'est un début de commencement d'idée. Voilà. Qu'est-ce qui vous freine avec cette idée-là ? C'est le fait peut-être que ce soit les enfants qui soient pris en otage ? Tout ce qui concerne les cantines et l'école, de toute façon, c'est toujours un sujet sensible. Voilà. Si nous prenons cette décision, c'est dans le futur, c'est parce que ça nous permettra de réaliser une vraie économie. Si ce n'est pas le cas, nous ne la prendrons pas et nous ferons autre chose, point final. Le sujet qui cristallise le plus l'attention et les tensions à Mantes-la-Ville, c'est la construction d'une mosquée qui avait été rendue possible par l'ancienne équipe municipale socialiste. Aujourd'hui, vous bloquez le projet, vous vous êtes toujours prononcé contre, alors même que le coût était entièrement assumé par l'association des musulmans de Mantes-Sud. Pourquoi ? Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Déjà parce que ce projet a été élaboré et présenté devant les Mantevillois en pleine campagne électorale, et sans doute dans le but électoraliste de récupérer les voix de la communauté musulmane. C'était pas un projet qui avait été travaillé de longue date ? Non. Enfin, je ne sais pas, peut-être en coulisses, mais pourquoi l'avoir présenté alors aussi tardivement, en octobre, à quelques mois du premier tour ? Moi, j'ai déjà voulu, dans un premier temps, dénoncer cette manœuvre, cette magouille, si j'ose dire, puisque on parle beaucoup au niveau international, voilà, d'un certain nombre de choses qui inquiètent les Français. On sait qu'il y a des tensions communautaires dans notre pays, et je ne suis pas sûr que ce type de pratique politique favorise le calme. Mais ça, c'était avant les élections. Maintenant que les élections sont passées, le problème n'est plus le même, du coup. Oui, mais pour être précis, Madame Brochot avait décidé de signer l'acte de vente le 15 mai, c'est-à-dire un mois après l'élection. En réalité, cet acte de vente aurait pu être signé avant le premier tour. Donc si elle avait vraiment voulu que cette mosquée naisse, elle aurait pu le mettre en œuvre. Elle a évidemment placé après la date de l'élection pour s'assurer qu'elle obtiendrait les voix. Donc moi, je ne me sens pas du tout engagé par les décisions ou les promesses de Madame Brochot, et c'est la raison pour laquelle je me suis senti tout à fait légitime, avec le mandat des Mantevillois, pour refuser de signer cet acte de vente. Bon, il y avait aussi des problèmes sur le plan, au-delà du problème communautariste, électoraliste et communautariste. J'avais aussi dénoncé un certain nombre de problèmes sur le plan urbanistique, puisque ce projet, qui certes était soi-disant financé exclusivement par la communauté musulmane, je rappelle que ce bien quand même qu'on promettait de leur vendre appartenait à la CAMI, donc c'était malgré tout un bien public. Donc il se trouve que la plupart des mosquées qui sont nées dans les 10 dernières années naissent souvent sur des biens publics. Donc moi, si j'ai pu m'opposer à ce projet, c'est parce que j'ai refusé d'acheter ce bien et de le revendre par la suite, puisque c'était le montage qui avait été élaboré. Mais l'association musulmane aurait très bien pu acheter un bien privé. Et là, à la limite, je n'aurais pas eu mon mot à dire. Aujourd'hui, vous souhaitez fermer le pavillon loué à la communauté musulmane pour exercer leur foi à cause d'irrégularités, occupation illégale et travaux sans autorisation. Si cet ancien pavillon loué depuis 2002 est fermé, où iront les musulmans de votre ville et du sud montais pour exercer leur Il se trouve qu'il y a beaucoup de mosquées dans le Mantois. Il y en a de très grandes, notamment dans le Val-Fouré, à Mantes-la-Jolie. Moi, je suis désolé, mais je suis le maire
de Mantes-la-Ville. Je suis là pour défendre l'intérêt général. Je ne suis pas là pour défendre l'intérêt de telle communauté ou de telle autre. Donc si les musulmans n'ont pas de lieu de culte, c'est le problème de la communauté musulmane. Ce n'est pas au maire de Mantes-la-Ville, Cyril Naute, de favoriser l'émergence d'un lieu de culte. On me le reprocherait et les Mantevillois auraient raison de me le reprocher. C'est le problème de la communauté musulmane. À ce propos, écoutez Abdelaziz El Jawari, président de l'association des musulmans de Mantes Sud. En fait, nous, on n'est pas du tout... notre seul objectif, c'est tout simplement pouvoir exercer notre culte dignement, et c'est notre droit. Donc je rappelle que c'est une liberté constitutionnelle, et que les autres, sur Mantes-la-Ville d'ailleurs, ils ont leurs lieux de culte, que ce soit les catholiques, les protestants. Vous avez même des groupes... plutôt catégorisés en sectes qui ont leur lieu de culte sur Mantes-la-Ville. Et donc tout ça, ça gêne pas Monsieur Naute. La seule chose qui le gêne, c'est la mosquée. Donc il en fait plus un combat idéologique en réalité qu'autre chose. Et là, il agite ça parce que c'est bientôt les élections cantonales. C'est malheureux de voir que le seul sujet qu'il ait pour relancer la campagne, que ce soit celui-là. C'est vraiment dramatique. Vous comprenez ce qui vient d'être dit. Est-ce que c'est vrai que vous ressortez ça pour les élections cantonales ? Là aussi, le timing est assez étrange, on va dire. Je ne ressors rien du tout. Monsieur El Jawari me reproche de faire de la politique. C'est lui qui fait de la politique. Parce qu'en réalité, Monsieur El Jawari n'est pas un défenseur de la communauté musulmane. C'est un individu politisé qui bénéficie sans nul doute de soutiens politiques locaux et qui en réalité a des ambitions sans doute personnelles. Monsieur El Jawari a toujours choisi la stratégie de l'affrontement et de la provocation. C'est la raison pour laquelle il occupe toujours illégalement et effectue des travaux sans autorisation dans un pavillon qui appartient à la commune. Donc il est gonflé, si j'ose dire, de me faire le reproche de vouloir faire respecter uniquement la loi. Effectivement, en tant que premier magistrat de la commune de Mantes-la-Ville, je me dois d'expulser cette association qui occupe illégalement un pavillon de la commune. Je le ferai avec n'importe quel autre individu ou association. En tout cas, aujourd'hui, vous êtes ouvert au dialogue pour éventuellement trouver une solution pour ne pas fermer le pavillon, ou c'est sûr, le pavillon fermera ? Non, ce pavillon est trop exigu et dangereux. Il n'a pas été prévu pour accueillir et recevoir un public nombreux. Donc ça, c'est un bâton, c'est une patate chaude, si j'ose dire, que je récupère de mes prédécesseurs, puisque ce pavillon qui avait été prêté au début des années 2000 par Madame Pelvas à une association qui devait faire de l'aide aux devoirs, en réalité est devenu, quelques mois après, une salle de prière. Donc moi, je ne fais récupérer qu'une situation malheureuse de mes prédécesseurs. Donc, vous dialoguez encore aujourd'hui avec M. El Jawari, par exemple ? Avec M. El Jawari, très peu, dans la mesure où il a tendance à déformer les propos quand nous avons une entrevue. Donc moi, je considère qu'il n'est pas un interlocuteur sérieux et quand je le rencontre, je veux que ce soit en présence soit de médias, soit d'autorités compétentes. La dernière fois que je l'ai vu, c'est en présence de monsieur le sous-préfet de Mantes-la-Jolie. L'hebdo politique. C'est la fin de l'hebdo politique. Merci Cyril Naute d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous êtes le maire de Mantes-la-Ville. On se retrouve la semaine prochaine à 18h pour un nouvel hebdo politique. D'ici là, vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur radiosensation.fr. Bonne fin de soirée et bonne semaine à tous. L'hebdo politique.